Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce deuxième webinaire d'une série de 4 qui vous est proposé par la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec sur la relance économique. On fait ça entre nous simplement, mais surtout entouré d'experts. Alors, je vous présente tout de suite. On est dans la cour de Robert Laplante. Bonjour, Robert. Bonjour. Alors, Robert est directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Je ne me suis pas trompée. Très bien. Et avec Lise Côté, qui a plus de 30 ans d'expérience à la FTQ et qui est maintenant directrice des services de la recherche. Alors aujourd'hui, c'est une série de 4 webinaires. Le grand thème qui nous occupe aujourd'hui, évidemment, c'est la relance économique post-pandémie, mais dans l'angle des politiques industrielles. C'est étonnant parce qu'aujourd'hui, plusieurs régions du Québec viennent de passer en zone orange. Alors oui, on va parler de relance, mais peut-être que la relance n'arrivera pas aussitôt qu'on le souhaiterait. Peut-être qu'il va falloir surfer, oserais-je dire, sur cette deuxième vague. Mais il y aura un jour relance économique. Alors projetons-nous à ce moment. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser comme question... comment le Québec a été percuté par la COVID? Moi, je vais le prendre sous l'angle de mon travail, Oui. en fait. Ça m'a pris un certain temps, moi, de prendre la pleine mesure de l'impact de la pandémie et du confinement qui a été imposé sur l'économie du Québec. Et puis, c'est seulement quand tout ce choc s'est imprimé sur l'économie et que là, il y avait plusieurs travailleurs et travailleuses qui perdaient leur emploi et puis là, ils appelaient la FTQ, qui nous envoyait des courriels, ils appelaient à l'aide, que là, j'ai pris, comme toute la pleine mesure de ce que ça signifiait au plan économique, mais au plan humain. J'aimerais donner un petit coup de chapeau à mon organisation, la FTQ, qui s'est retournée de bord rapidement, puis elle a formé une équipe de réponse rapide. Et moi, mon travail comme directrice de service de la recherche, c'était de suivre l'actualité de tous les jours sur les mesures et les programmes qui étaient mis sur pied pour aider les travailleurs, mais aussi les entreprises. Fait qu'à tous les jours, on remettait un rapport, en fait, à mes collègues qui faisaient les réponses rapides. Alors, je suis assez fière du travail que la FTQ elle a fait dans un court terme pour aider les gens, pour essayer de donner des réponses précises, à jour. Et leur permettre d'abaisser un peu leurs anxiétés, Exactement. leurs angoisses. En plus de l'angoisse sanitaire, on a tous eu une espèce d'angoisse économique personnelle, économique et financière. Personnelle. En plus de la détresse et de l'anxiété que ça a provoqué chez les familles, chez les travailleuses et les travailleurs, c'est un moment très particulier que cette pandémie-là a créé. C'est qu'elle a littéralement sapé l'élan dans lequel le Québec et son économie étaient partis. Complètement. Un mois avant le déclenchement de la crise, tout le monde se réjouissait de très, très faibles taux de chômage, d'un très bon pourcentage de création d'emplois. On n'en avait que pour les préoccupations sur la rareté de la main-d'œuvre. Et tout ça a comme volé en éclats en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Et évidemment, la crise a un effet révélateur et on voit mieux maintenant les faiblesses de notre économie. On voit aussi, du moins dans certains milieux, on voit le potentiel à réaliser, mais en même temps, le recul a été tellement spectaculaire qu'on mesure l'effort qu'il va falloir faire. Même si l'économie du Québec est assez résiliente, on a vu que dès que le confinement a été levé, il y a eu une bonne reprise. Mais tout le chemin à parcourir n'est pas réalisé. Et là, évidemment, avec les événements récents, on ne sait pas si on va réussir ou si on va plonger encore plus creux. On ne le sait pas. On a vu en plein cœur de la pandémie aussi ce qui est assez, pas rare, mais je dirais particulier, c'est quand le gouvernement s'est dit « acheter québécois, acheter québécois ». C'est comme si on n'avait jamais été aussi... L'État avait... C'est pas de l'interventionnisme, mais c'était quand même une grande suggestion à la population. On disait, bien là, on est tellement au cœur de la pandémie, ça va tellement mal, que si vous vous faites venir
que sais-je, un foulard. Essayez donc de faire venir un foulard tricoté avec, je sais pas moi, des agneaux De Kamouraska. de Kamouraska. Oui, oui. Mais on a senti aussi ça. On a senti que là, il fallait un petit peu refermer un petit peu sur nous-mêmes, être un petit peu plus protectionniste. Est-ce que ça va être le cas encore à la sortie, à la relance? Est-ce qu'il va falloir peut-être... Oui, si tu me permets, moi, Oui. je ferais une distinction entre la reprise des activités économiques et la relance économique, qui, elle, s'inscrit plus dans des objectifs de moyen et long terme. Actuellement, on est en reprise. On reprend les activités les unes après les autres. Il y a des secteurs qui vont bien, mais il y en a d'autres qui sont vraiment en difficulté, tu sais, puis sur pause ou vraiment en difficulté, qui réussiront pas à se remettre. Alors, nous, quand on parle de politique industrielle, on n'est pas tant dans la reprise des activités, mais de dire, on est-tu capable de voir plus loin, à moyen et long terme, de revoir certains concepts de la politique industrielle. Et puis, comme la mondialisation, tu viens de le souligner, on a vécu au cours des dernières décennies, la politique, un des éléments de la politique industrielle sont les politiques de commerce international, donc la signature d'accords de libre-échange. Là, ça fait en sorte qu'on a plutôt été sur les circuits longs, c'est-à-dire qu'on a été faire la production, la chaîne de production s'est étendue sur différents territoires, dans différents pays, puis on est allé chercher tout le temps au moindre coût, faire produire là où ça coûte le moins cher, où les salaires sont les moins élevés. Et là, la pandémie a mis en lumière les défaillances de ce système. Donc, Et ça oblige, c'est ça l'effet révélateur, ça oblige à reconsidérer ce qui est stratégique dans le fonctionnement d'une économie, de ce qui est plus accessoire. Et partout dans le monde, au Québec comme ailleurs, on est en train de revoir quel est l'équilibre à tenir entre les échanges internationaux, la mondialisation et le cadre de l'économie nationale. Donc, dans une relance économique du Québec, avec des politiques industrielles, on serait vraiment en train de... L'idéal, ce serait de chercher un meilleur équilibre entre les circuits courts et les circuits longs, par exemple? Tout à fait. On a l'obligation de refaire cet examen-là, ne serait-ce que pour tenir compte de ce que nous avons appris dans cette crise. Et même s'il est encore tôt pour faire un bilan global, on sait, par exemple, que dans la filière agroalimentaire, nous sommes extrêmement vulnérables. Les travailleurs étrangers n'ont pas pu rentrer sur les fermes. Les producteurs ont perdu des récoltes en entier. Et d'autre part, on sait également que les industries de transformation, même celles qui ne dépendent pas de la production locale, vont entrer en difficulté puisque ailleurs, le problème s'est présenté aussi, donc ils vont avoir de la difficulté à s'approvisionner. Donc, il faut revoir notre modèle puisque dans l'ensemble de l'économie de l'agriculture, on s'est rendu compte que dans les conditions actuelles, ce modèle-là nous rend extrêmement fragiles. Donc, évidemment, l'agriculture, comme le reste de l'économie du Québec, va rester enclin à l'exportation. Oui. Le Québec est une économie d'exportation, ça ne changera pas. Mais la composition de ce qu'on va exporter et la composition de ce qu'on va importer, ça, c'est appelé à une redéfinition. Et dans différents secteurs, cette redéfinition-là va être plus ou moins radicale. Si je pense, par exemple, à l'équipement médical qu'on devait attendre, qui nous venait de la Chine ou d'ailleurs, tout le monde s'est mis à se dire « Ah, mais mon Dieu, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire des masques avec nos pâtes et papier? Là, c'est quand même, ça doit pas être si compliqué que ça, faire des masques en... » Et oui, il y a certaines entreprises comme Bauer qui s'est mis à faire des visières, mais dans un élan plutôt solidaire. Je dirais que dans une idée de relance économique à long terme, évidemment, c'était pour répondre à la demande. Mais on s'est rendu compte effectivement que dans énormément de secteurs, on était absolument dépendant des importations. Et moi, c'est la première fois que je me suis sentie dans une économie aussi fragile, en fait. Mais je suis évidemment une citoyenne lambda, je n'ai pas toutes les données pour le comprendre. Mais justement, le cas du matériel médical a été un exemple assez éloquent de ce qu'on peut faire pour se débrouiller quand on est mal pris.
et de ce qu'il faudra faire pour ne plus mal s'exposer à pris. une situation pareille. Et là, ça suppose aussi bien, sur le plan des politiques industrielles, de revoir qu'est-ce qu'il est souhaitable de délocaliser, donc de production qu'on va faire ailleurs pour de meilleurs coûts, pour un meilleur approvisionnement, etc., et de ce qu'on va réinstaurer dans l'espace économique local. Alors ça tient davantage de la réindustrialisation. Et cette réindustrialisation-là, évidemment, elle doit être faite en maintenant nos objectifs de société, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de rapatrier des emplois et des procédés qui nous condamnent au bas salaire, aux conditions de travail épouvantables, puis à la dégradation de l'environnement. Et à ce moment-là, réindustrialiser, ça veut dire faire les bons choix en fonction du type de prospérité et de développement que nous voulons nous donner. Alors ça, c'est le cœur de la stratégie de relance. C'est-à-dire, c'est ces arbitrages-là qu'il faut qu'on apprenne à bien identifier, à bien cerner et en débattre socialement, puisqu'il y a des choix de société. Et d'ailleurs, on aura un webinaire sur le dialogue social. Je pense qu'on touchera à ce moment-là exactement à ça, débattre et trouver ce qu'on veut comme société avec tous les acteurs qui la composent, évidemment les travailleurs, mais aussi les industriels. On parle de réindustrialisation et de politique. Alors, la politique industrielle, c'est sûr que dans mon oreille de néophyte, et ça me dit pas grand-chose. Ce que ça me dit, c'est des axes sur lesquels on développe notre industrialisation, notre industrie. Qu'est-ce que c'est qu'une politique? Pour moi, là, un petit résumé pour moi, c'est quoi une politique industrielle? Je pense pas qu'il y ait une définition officielle, là. Mais je pense que je te dirais que ce sont toutes les actions que peut poser le gouvernement qui a un effet ou d'influencer de près ou de loin la structure industrielle du Québec. Donc, la politique industrielle, c'est comme à l'intersection de différentes politiques, comme la politique monétaire. Si la valeur du dollar canadien est moins chère, ça favorise nos exportations à l'extérieur. C'est à l'intersection, quand on offre des crédits d'impôt aux entreprises, c'est qu'on veut favoriser, par exemple, un certain nombre d'activités productives ou d'un secteur. Là, ça tient de la politique fiscale, tu vois? Fait que là, c'est comme la formation, toutes les aides qu'on donne à la formation pour les entreprises. Là, on est plus dans les politiques du marché du travail. Donc, c'est comme un peu toutes ces politiques-là qu'il faut faire fonctionner ensemble. Puis, ce qui est arrivé dans le passé, c'est que le gouvernement, ça prend un gouvernement qui a une vision et qui est capable d'inciter puis de soutenir et puis de donner un plan de match pour que toutes ces politiques-là travaillent ensemble pour prendre le virage vert. Là, on n'a pas encore parlé, mais c'est l'occasion en or là, de prendre... En fait, même la pandémie, elle va passer, mais pas le réchauffement climatique. Donc, prenons le temps de s'arrêter et de faire les choses comme il faut. En réfléchissant, par exemple, à la mondialisation dont Robert a parlé, on peut-tu prendre une pause, puis discuter, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En fait, ce qu'on désigne souvent comme une politique industrielle, c'est un cadre d'intégration de l'ensemble des mesures plus ou moins volontaristes de la part du gouvernement pour orienter le développement. Alors, c'est inévitable qu'un plan de relance doit pouvoir compter sur un cadre d'intégration pour couvrir les facettes les plus importantes de l'activité économique que nous souhaitons développer. Alors, c'est évidemment une rupture par rapport à ce que le néolibéralisme prône depuis le début des années 80 à peu près, c'est-à-dire de laisser le marché décider. La main invisible du marché. Là, c'est au contraire, ce sont des choix de société que nous voulons faire. Est-ce que nous voulons continuer d'avoir des industries polluantes qui refusent ou qui ne sont pas incitées à se mettre aux normes environnementales? Est-ce que nous voulons un développement harmonieux des régions? Est-ce que dans ces régions-là, nous souhaitons des
industries de transformation primaire ou est-ce que nous souhaitons plus de transformation, donc pour capter de la valeur, comme disent les économistes, pour que la richesse reste en plus grande proportion dans les régions. Bien, tous ces choix-là, intégrés, forment une politique industrielle et c'est vers là que la pandémie va nous obliger à aller. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'en adopter une, mais les dégâts que ça va faire, les fragilités que ça révèle, ça va nous obliger à repenser le cadre d'ensemble de ce que nous attendons de l'État. Pour vérifier si j'ai bien compris, pendant la pandémie, il y a été question à un moment donné, je pense que c'est passé, là, il se peut que mon information soit erronée, mais c'est le concept qui m'intéresse. Les alumineries avaient pendant des années des tarifs préférentiels d'Hydro-Québec et on est en train de penser à donner ces mêmes tarifs-là à des agriculteurs qui travailleraient avec des serres pendant l'hiver pour nous permettre d'avoir un petit peu plus d'autonomie alimentaire. On est dans ce genre d'idée-là, c'est-à-dire d'action concrète. La société d'État baisserait des tarifs à tel type d'industrie parce qu'elle est verte, parce qu'elle va vers un développement durable, parce que c'est à peu près ça. C'est-à-dire que ça serait une des branches de notre étoile là, qui mène vers une politique. Ça pourrait faire partie. C'est ça, OK. Alors, j'ai compris. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On pourrait les appeler les institutions stratégiques ou nos outils financiers stratégiques qui, pas juste financiers, là, je pense au Fonds de solidarité, qu'on pourrait parler, qui accompagnent, qui sont des institutions importantes pour accompagner les entreprises, les aider à se restructurer, parce qu'il y en a plusieurs là, qui sont en difficulté, puis il faut qu'ils changent soit leur modèle d'affaires ou qu'ils se restructurent. Et puis, comme c'est du capital patient, ils aident, ils soutiennent les entreprises, puis ils ont plein d'outils, tu sais, comme ils ont des fonds régionaux, locaux, des fonds spécialisés. Donc, Hydro-Québec rentre dans cette même Bien, c'est idée. aussi parce qu'ils ont une vision. Le Fonds de solidarité, c'est donner des priorités, des axes de développement. Et dans l'accompagnement qu'il va faire des entreprises, par exemple, bien, il va privilégier les entreprises qui vont devoir ou qui vont accepter de sortir du carbone, par exemple. Déjà, là, ils se sont donné des cibles. C'est la même chose pour Investissement Québec. Il faut attendre ça d'Investissement Québec, ce genre d'indication claire quant à la nature des interventions que l'État va encourager. Et puis, bon, l'exemple d'Hydro-Québec est probablement un des incontournables de toute la réflexion, puisque le Québec possède un portefeuille d'énergie renouvelable à peu près sans équivalent dans le monde. Alors, évidemment, si on veut orchestrer une relance qui soit en accord avec les enjeux de la crise climatique, bien, Hydro-Québec et les énergies renouvelables qu'on est capable de mobiliser se trouvent au cœur de la stratégie. Alors, par exemple, les tarifs, c'est un élément de la mission. Mais il y en a d'autres, c'est-à-dire, par exemple, on pourrait électrifier les procédés de production. Et là, à ce moment-là, on remplace le pétrole ou le gaz naturel par l'électricité. Et là, c'est le grand défi. C'est que là, à ce moment-là, ce qu'on fait, on ne fait pas seulement assainir l'environnement. Les industriels qui produisent avec de l'énergie renouvelable peuvent avoir un avantage concurrentiel parce qu'ils vont livrer des produits plus verts. Et c'est ce genre de débats sociaux-là que nous devons avoir, c'est-à-dire pas seulement de donner des rabais aux industries, mais de donner des rabais qui vont produire les changements qu'on souhaite voir arriver.